le régime, le gouvernement géorgien est accusé de tomber sous l'influence russe. Alors ce sont 30 000, 40 000 manifestants pour un petit pays qui ont envahi les rues de Tbilissi. Le régime vacille, le pays vacille. Évidemment, on regarde du côté de Moscou pour voir quelle sera sa réaction. Avant de vous entendre, que s'est-il passé précisément? Quels sont les faits? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors s'il y a une image qui résume le vent de colère contre l'influence russe à Moscou, c'est sans doute celle que vous allez nous montrer maintenant. Oui, regardez, cette femme, elle se trouve au milieu de l'avenue Roustaveli, la plus grande artère de la capitale, Tbilissi. Elle brandit et agite fermement ce large drapeau européen. Et pour oser ce geste, elle est aspergée à la seconde par les lances à eau des forces anti-émeutes. Brusquement, cet homme en bonnet rouge la rejoint. Il se tient à ses côtés comme en signe de ralliement. Puis un autre et encore un autre. Ensemble, ils font désormais bloc commun et défient la police du régime. Ce n'est plus un groupe, mais une foule de centaines et de centaines de manifestants qui les rejoint. Cette scène s'est déroulée hier soir, juste devant le Parlement. Au total, on dénombre 30 000 personnes qui défoncent barricades, que rien n'arrête, pas même les interpellations, par dizaines. Et depuis, cela continue, les rues n'ont pas désempli. Ces images datent d'il y a quelques heures. Alors pourquoi ces manifestations précisément ? Ce qui les a provoquées, c'est une loi, la loi dite des agents de l'étranger, que les députés géorgiens ont voté en première lecture hier. Chaque média, chaque plateforme en ligne, chaque ONG qui recevrait plus de 20% de financement en provenance de pays étrangers est considérée sous influence de l'étranger. Et ces dirigeants et salariés sont même contraints de s'enregistrer sur un registre national des agents d'influence étrangère. Cela ressemble à une liste noire. Les contrevenants risquent jusqu'à 5 ans de prison. Mais ce qui suscite la colère surtout, c'est que cette loi est un copier-coller d'une loi russe déjà appliquée depuis une dizaine d'années et qui vise à assurer la mainmise du régime. D'ailleurs, Vladimir Poutine est une cible de ceux qui défilent. Écoutez. Voilà, et puis les mots ont un sens quand on dit là-bas influence de l'étranger. L'étranger, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis, il s'agit de personne d'autre. Est-ce que ça veut dire qu'en Géorgie, on a affaire à un gouvernement, celui qui a fait voter cette loi, qui est pro-russe ? Eh bien, rappelons-le, la Géorgie est une ex-république soviétique du Caucase de 3 millions d'habitants, au sein de laquelle, effectivement, les conséquences de la domination russe sont encore visibles. Et de l'avis de tous, le régime démocratiquement élu se rapproche effectivement du Kremlin, un peu comme l'Ukraine s'était rapprochée de Moscou entre 2010 et 2013 avant la révolution de Maïdan. Rappelons aussi qu'en 2008, les chars russes étaient venus appuyer la révolte pro-Kremlin de 2 des territoires géorgiens, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui restent à ce jour de fait toujours sous contrôle russe. Un peu comme une partie du Donbass après 2014. Depuis 2012, le parti au pouvoir, Rêve géorgien, est soupçonné de dériver lentement et de réorienter sa politique étrangère en faveur de la Russie, et ce, malgré la volonté officielle d'intégration à l'Union européenne. Merci Lucille. Peut-être je donne un autre élément rapidement, sans entrer dans la politique intérieure géorgienne, mais il y a une présidente et puis un gouvernement. Il y a une présidente qui n'a pas le même pouvoir que le gouvernement. La présidente, on la connaît, c'est Salomé Zourabichvili. Donc elle est libérale, elle est pro-européenne, elle est francophone. Absolument. Par ailleurs. Elle est française, elle est diplomate française. Elle a la double nationalité. Enfin voilà, elle a été diplomate française. J'ai travaillé avec elle dans le temps. Vous avez travaillé avec elle ? Oui, en tant que membre du CAP au Quai d'Orsay. Voilà. Donc la France est impliquée aussi de cette façon-là. Au milieu, vous avez le Premier ministre, le nouveau Premier ministre d'une certaine manière, parce que ça fait un an et demi qu'il est au pouvoir, Iraki Garibashvili. C'est cet homme qui fait passer cette loi. Or, cet homme, dit-on là-bas, et visiblement c'est de notoriété publique, il est sous l'influence directe d'un oligarque. C'est le 3e visage que nous vous présentons. Un oligarque richissime, qui a été lui-même Premier ministre de Géorgie il y a quelques années, qui a fait l'essentiel de sa fortune, excusez du peu, près de 5 milliards d'euros,
qui a fait l'essentiel de sa fortune en Russie, qui est proche. Il est lui aussi double national franco-géorgien. Voilà, et qui est proche de Moscou, et donc le Premier ministre serait en quelque sorte, non pas à son insu, délibérément, poursuivrait un but de rapprochement avec Moscou, main dans la main avec cet oligarque. Chloé, est-ce que le scénario à l'ukrainienne, d'une certaine manière, c'est-à-dire quelqu'un au pouvoir qui se rapproche avec Moscou par intérêt, par philosophie, et qui, contesté par la rue, pourrait faire appel aux grands frères russes, est plausible? Oui, bien sûr qu'elle est plausible. En réalité, la Géorgie était un scénario à l'ukrainienne avant l'Ukraine, puisque en 2008, c'était la guerre de Géorgie, et la Russie occupe toujours, avec le même procédé, des séparatistes soutenus en sous-main par la Russie, qui vont essayer de dépecer une partie du territoire géorgien. C'est très émouvant, ces images. Moi, l'émotion de voir cette femme brandir devant la police, devant les policiers, le drapeau européen pour signifier que le peuple n'accepte pas cette loi qui va en fait faire quoi? Obliger des ONG, souvent des ONG qui défendent les droits individuels, la démocratie, les obliger, dès lors qu'elles sont financées par l'étranger, puisqu'elles ne trouvent pas de source de financement en Géorgie, évidemment, devoir être taxées d'agents de l'étranger. C'est quelque chose qu'on a vu en Russie, notamment contre des ONG comme Memorial, que Poutine taxait d'agents de l'étranger et qu'il a d'ailleurs fait interdire. Mais c'est quelque chose qu'on a vu aussi en Europe, dans l'Union européenne, en Hongrie par exemple, où en 2017, Viktor Orban avait pris une loi tout à fait similaire pour obliger des ONG de défense des droits des personnes homosexuelles ou des personnes handicapées de se déclarer agents de l'étranger. Donc c'est toujours quelque chose, c'est une logique qui est profondément celle des régimes autoritaires qui refusent que la société civile s'organise pour contester leur pouvoir autoritaire. Et c'est contre cela que le peuple géorgien se soulève aujourd'hui. Et ça, il faut quand même le dire. Le scénario, qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant ? Effectivement, à mon avis, c'est regardé d'autant plus par Moscou que la Géorgie a fait une demande d'accession à l'Union européenne officielle au printemps dernier, aux côtés de la Moldavie et de l'Ukraine. Cette demande, pour l'instant, n'a pas abouti puisqu'on n'a pas accordé le statut de candidat à la Géorgie. Et c'est vrai qu'il faut regarder en fonction de la position géographique de la Géorgie. Est-ce qu'elle a vocation à entrer dans l'Union européenne ou est-ce qu'elle a vocation à entrer dans la famille européenne d'une façon plus large, par exemple, quand on crée de nouveaux forums comme la communauté politique européenne. Ça peut être des bons forums pour accueillir un pays comme la Géorgie. Et la Géorgie n'a pas forcément vocation, comme l'Ukraine, à adhérer à l'Union européenne. Donc, tant que, si vous voulez, il n'y a pas de pas concret de la Géorgie vers l'Union européenne, je ne vois pas un scénario à l'ukrainienne se poursuivre, mais c'est un pays qui est indubitablement sous pression et sous menace de déstabilisation. Est-ce que vous redoutez, vous, Vincent, de voir les troupes, les chars russes entrer au secours de ce Premier ministre qui les appellerait à l'aide? Écoutez, pour vous répondre, un souvenir personnel, on est en 2008, je suis dans le bureau de Mikhail Saakashvili, président géorgien à l'époque. Les chars russes sont à 30 km de Tbilissi, parce que Moscou a agité, un peu sur le modèle du Donbass, c'est-à-dire Donetsk-Lugansk, des mouvances irrédentistes à l'intérieur de deux régions qui s'appellent l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, et lesquelles vont proclamer leur autonomie, leur souveraineté, reconnue évidemment par personne ou à peu près. Et à ce moment-là, Saakashvili me dit: que voulez-vous que je fasse? Je vais signer un accord de paix, un compromis, parce que je n'ai pas les moyens de renvoyer dans leur foyer ces tanks russes. J'ajoute au passage, et ça c'est un point de détail qui n'est pas totalement anodin, que le même Saakashvili ensuite deviendra le gouverneur de l'oblast d'Odessa et adoptera la nationalité ukrainienne. Il est aujourd'hui en grève de la faim et il est dans une situation de santé extrêmement fragile. Un petit mot aussi rapidement quand même sur le personnage que vous évoquiez en lancement tout à l'heure, David, qui est un peu le marionnettiste de l'actuel Premier ministre, s'appelle Bidzina Ivanishvili. Effectivement, il adopte la nationalité française en 2010, ce qui le conduit à renoncer à la nationalité géorgienne, parce que légalement, il ne peut pas être porteur de deux cet homme citoyennetés. qu'on voit ici à droite. Voilà, celui qui est à droite. Voilà. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, était classé 156e fortune du monde. Sa fortune était l'équivalent de 46% du produit intérieur brut de son pays. Et une des conditions que met l'Union européenne pour, en quelque sorte, désembourber la candidature géorgienne, qui a quand même du plomb dans l'aile, c'est, pardon pour le néologisme qui est assez imprononçable, de désoligarchiser le pouvoir en Géorgie. Et évidemment, le personnage visé
c'est celui-là. Il a fait sa fortune en Russie, il a gardé des liens extrêmement étroits avec l'appareil politique moscovite. Et donc oui, la Géorgie, pour revenir à votre question initiale, est sur une pente extrêmement problématique et inquiétante. Ça vous rend inquiet, Pierre, la situation là-bas ? Oui, parce que effectivement, Vincent et Chloé ont parfaitement décrit la situation. On voit quand même une partie de la population qui est déterminée. Il y a une logique qui est très claire. C'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Celle de ces oligarques qui préfèrent le système poutinien, qui est un système mafieux ou paramafieux, dans lequel ils se sentent parfaitement à l'aise et ils ne veulent pas que cette situation change. Leur fortune a été faite de cette façon et donc ils ne veulent pas que le système change. Et puis vous avez une partie de la population qui aspire, qui fonctionne différemment, qui aspire à un autre univers. Et donc effectivement, là, la tentation de Poutine, peut-être de faire un coup de force sur la Géorgie, on voit bien géographiquement que ça peut être intéressant pour lui. Il peut considérer qu'il n'aura rien en face de lui. Comme il a beaucoup d'échecs par ailleurs en Ukraine, ça peut être une tentation. Et dernier point, sur l'histoire des agents d'étrangers, donc effectivement Lucie l'a rappelé, ça fait plus de 10 ans que c'est utilisé. Et vous comprenez bien que le terme, y compris en russe, c'est quasiment agent secret de l'étranger. C'est traite à la patrie. Oui. Et c'est un des mécanismes de ce que j'appelle la purification du clan, qui est la caractéristique des régimes autoritaires aujourd'hui et de l'aspiration malheureusement d'autres pays dans le monde, c'est-à-dire le repli clanique, le bouc émissaire, et on marque ceux qui n'appartiennent pas à la famille, de façon à ce que tous les hypernationalistes puissent dire « Ah oui, je ne vais pas aller chez lui, je ne vais pas lire cela, je ne vais pas lire la production de Mémorial et tout ça, parce que ce sont des agents secrets de l'étranger. » Et vous verrez la communication du Kremlin, là, dans les heures qui viennent, sur le thème la main des Américains, la main des agents d'étrangers. Derrière ces manifestants. Absolument, pour dire ça. Comme et donc, ce qui fait qu'on peut avoir... Exactement. Et donc là, c'est une situation très très grave, avec une situation politique qui est hallucinante. Vous avez une présidente qui est pas du tout dans ce climat-là, et qui est impuissante, qui n'arrive pas à faire ce que Zelensky a choisi de faire dès qu'il a été élu, et qui n'en a pas le pouvoir, et qui est complètement coincé. Effectivement, l'ancien président meurt, il aurait été empoisonné au mercure dans sa prison, je parle sous ton contrôle, et la présidente n'arrive à rien faire. Donc c'est un... Non, il est vivant. Toujours vivant, mais très affaibli. Pas en bon état. Il se meurt. Pas en bon état. Chronique d'une opération annoncée, François. Alors, opération militaire, c'est peut-être pas le meilleur moment pour Poutine. Et il a quand même d'autres chats à fouetter. Il y a aussi une donnée qu'on ne peut pas négliger, c'est qu'il y a à peu près 200 000 Russes qui ont fui la mobilisation. Il y a quelques mois, ils sont en Géorgie, dans un pays de 3 millions d'habitants, comme cela a été rappelé. Ça fait du monde. Et c'est une variable dont je ne sais pas comment elle va peser dans le jeu géorgien ou dans un jeu où la Russie s'inviterait physiquement, directement en Géorgie. Et Pierre a employé à juste titre l'adjectif clanique pour parler de la façon dont fonctionnent les lois sur les agents de l'étranger. En russe, on dit inoagent. Effectivement, ça fait, alors là, pour le coup, ça fait vraiment agent secret. Et en Géorgie, le mot clanique s'entend différemment. Ce sont des clans, comme il y a des tribus en Afrique, si je puis dire. Ce sont des communautés familiales. Et par exemple, le Parlement géorgien en est le reflet, parce que la présidente a quand même le pouvoir d'émettre un veto sur la loi. Mais il n'y a pas les 2/3 des députés. Plus des 2/3 des députés appartiennent au parti piloté, marionnetté par l'homme le plus puissant du pays, c'est-à-dire Ivanishvili, l'oligarque qui pèse 6 milliards de dollars dans un pays de 3 millions d'habitants. Il est très difficile de jouer le Maïdan dans ces circonstances. Et du coup, le pays est profondément divisé entre des clans opposés. Au début des années 90, il y avait même eu une guerre civile entre deux
de ces grands clans. Donc je suis pas très optimiste. C'est pas que je vois rouler les chars. Je ne suis pas du tout sûr que les Russes soient obligés de faire rouler les chars pour obtenir ce qu'ils veulent à travers M. Ivanishvili. Un dernier mot rapide Oui, là-dessus. rapidement, un indice très préoccupant. Vous avez précisément de ces Russes qui avaient trouvé refuge en Géorgie, qui sont aujourd'hui expulsés de Géorgie. C'est le cas d'une avocate qui s'appelle Anna Rivina, spécialisée dans la défense des droits humains et le combat contre les violences domestiques. Et vous avez plusieurs dizaines d'autres dissidents qui ont été fermement invités à quitter le sol géorgien pendant qu'on refusait l'entrée de la Géorgie à des figures de proue de l'opposition. Bien.